publié avec Michel Soulet un livre qui n'a eu aucun succès et qui s'appelait l'intelligence préverbale. Parce qu'on parlait de la manière de traiter l'intelligence chez tous les êtres vivants. Et maintenant, c'est rentré dans la culture, on parle d'intelligence verbale et de la manière dont la verbalité change notre manière de comprendre le monde. C'est pas du tout exclusif, puisque aucun de nos bébés ne parle le jour de sa naissance. Ce que je viens de dire n'est pas vrai. Il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance. C'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, les bébés attendent quand même 18 à 20 mois avant de parler. Alors donc, ils ne demandent pas de vin. Mais quand on les lavait à l'eau de Cologne, le jour de la naissance, quand on sait à quel point la peau absorbe l'alcool, on leur filait la première cuite. C'est-à-dire le jour de la naissance. Donc, ça ne se fait plus maintenant. Ça se fait encore? Alors, Bernard Goltz venait de temps en temps dans nos groupes où effectivement on provoquait des rencontres entre gens de disciplines totalement différentes, mais coordonnées autour d'un même thème. Et Bernard Goltz parlait beaucoup avec les généticiens et avec les neurologues avec qui je travaille encore. Et c'était, quand on le faisait, c'était le contraire de ce qu'on nous demandait de faire, puisqu'on nous disait, si vous voulez avoir vos diplômes, ayez un savoir fragmenté, précis. Alors oui, si vous voulez vos diplômes, il vaut mieux avoir un savoir hyper spécialiste. Mais quand on est praticien, quand quelqu'un vient s'asseoir près de nous, il s'assoit avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, et nous, praticiens, on est obligé de mettre notre nez dans un peu toutes ces disciplines pour essayer de le comprendre le moins mal possible. Donc c'est pour ça que Bernard Goltz m'a demandé de traiter ce qui n'est pas un livre, hein, c'est le rapport que m'avait demandé Jeannette Bougrave quand elle était secrétaire d'État. Et donc je lui avais fait un rapport où j'essayais d'intégrer deux notions qui, il y a 5 ans, 6 ans, quand elle m'a demandé le rapport, étaient totalement impensables, l'histoire et la neurologie. Et il se trouve qu'actuellement, le CNRS donne des bourses, des ANR, des agences nationales de la recherche, des sommes très intéressantes pour faire des accouplements contre nature avec des historiens et des neurologues. Et on a des réunions régulières avec Denis Péchanski, entre autres. Si ça vous intéresse, vous tapez sur ces redoutables machines, vous tapez Denis Péchanski, et vous aurez tout le catalogue de ces réunions, historiens et neurologues. Donc aujourd'hui, c'est recommandé par le CNRS, l'ANR, alors qu'il y a 5 ou 6 ans, ça faisait encore sourire. Peut-être qu'on avait raison il y a 5 ou 6 ans d'ailleurs. On va voir. On va voir. Alors, c'est un peu ce genre de raisonnement que je vais vous proposer ce soir. C'est-à-dire que c'est une jonction qui, maintenant, j'espère, vous étonne, mais quand j'aurai fini mon exposé, c'est-à-dire vers 23 heures, j'espère qu'à ce moment-là, vous serez plus étonné et que ça vous paraîtra convaincant. Alors, le suicide. Est-ce qu'on a le droit d'employer le mot suicide chez nos enfants? Pour parler de suicide, s'auto-assassiner, suicider, soit cider, trucider, il faut avoir la notion de la mort. Or, on sait que l'ontogenèse de la conception de la mort est graduelle et que nos enfants n'ont accès à la représentation adulte du mot mort que vers l'âge de entre 6 et 8 ans. C'est-à-dire seulement quand leur cerveau devient capable de leur traiter la représentation du temps. Jusqu'à avant 6-8 ans, on vit dans des tranches de présent. Quand je l'ai fait avec mes enfants et avec mes petits-enfants, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Nadine m'a pris mon chocolat. Ne voyez aucune allusion politique dans cette phrase. Mais voilà, donc c'est des flashs. C'est pas l'intégration du temps, parce que les neurones préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation
de l'avenir, ce qui paraît logique, et qui sont aussi le socle neurologique de l'anticipation du passé. Vous avez bien entendu, on va chercher intentionnellement dans son passé les images et les mots qui permettent d'agencer pour faire un récit qu'on va adresser à quelqu'un, qu'on s'adresse à soi ou qu'on adresse à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'anticipation, que ce soit l'anticipation de l'avenir, l'imaginaire, le rêve, la crainte, l'angoisse, ou que ce soit l'anticipation du passé. La preuve, c'est que les lobotomies ne peuvent plus faire cette performance. Les lobotomisés ne peuvent plus ils vivent dans des tranches d'eau. Ils ne font que des réflexes, ils ne font que répondre au contexte, ils ne peuvent plus décontextualiser une information. Alors, c'est seulement entre l'âge de 6 à 8 ans, selon les pressions du contexte, pressions affectives essentiellement, que nos enfants deviennent capables d'associer les fibres du neurone préfrontal avec les neurones du circuit limbique, c'est-à-dire la mémoire et les émotions. Et cette connexion ne se fait que s'il y a eu autour de nos bébés une niche sensorielle sécurisante et dynamisante. Et alors ici, Antoine Guédonné, qui était ici pendant quelque temps, et Antoine Guédonné a bien travaillé sur le comportement de retrait des enfants. Je reprendrai ces idées tout à l'heure sans trop le trahir. Alors est-ce qu'on a le droit de parler? Comment donc le mot suicide, le concept suicide n'est pas si évident que ça? D'abord parce que le mot suicide chez un bébé, la mort chez un bébé n'a pas la même signification que la mort chez un adolescent, qui n'a pas la même signification que le même mot mort chez une personne âgée. Un jour, je discutais avec une petite philosophe qui devait avoir 7 ans, et je lui dis, mais d'après toi, qu'est-ce que c'est que la mort? Essaye de m'expliquer ce qu'est la mort. Alors elle me disait, oh, quand on est mort, c'est pour la vie. Alors ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle avait accès à la représentation du temps, et que pour elle, la vie, c'était, elle avait 7 ans, donc la vie, c'était éternel. Quand on a 7 ans, la vie est éternelle. Après, on commence à se demander si vraiment elle est éternelle. Mais à 7 ans, on croit qu'elle est éternelle. Donc quand elle disait cette phrase, quand on est mort, c'est pour la vie, c'était pas sot. Ça voulait bien dire que pour elle, c'est très très long, elle avait accès à la représentation du temps. Alors qu'un enfant de 3-4 ans, quand on lui dit qu'est-ce que c'est que la mort, il me dit c'est un jeu amusant, quand je fais ça, poum, à papa, il tombe en poussant des cris, on s'amuse beaucoup. Donc le mot mort ne désigne pas la même chose. Alors, à l'époque où j'étais interne, c'était au siècle dernier, quand j'étais interne, les suicidés, encore en coma, on les envoyait à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'on pensait, la doxa, c'est-à-dire les croyances sans jugement, pensait qu'il fallait être fou pour se suicider, c'est un signe de folie, et que par conséquent, il fallait envoyer à l'hôpital psychiatrique les suicidés. Si bien qu'on n'avait aucune salle de réanimation, aucune expérience de la réanimation, et on se débrouillait avec des comateux. Et quand certains revenaient à la vie, parce qu'à cette époque-là, ils se suicidaient beaucoup avec le Gardénal, qui a pratiquement disparu maintenant. Mais comme on donnait du Gardénal aux épileptiques et aux insomniaques aussi, ce qui était une faute, maintenant ça a disparu, ils se suicidaient au Gardénal. Et quand ils sortaient du coma, et quand ils se retrouvaient à l'hôpital psychiatrique avec des déments et des schizophrènes, leur morale allait tout de suite beaucoup mieux. Et donc c'était comme ça. Et pourquoi c'était comme ça? Parce que on était soumis, et aucun concept ne peut naître dans un de nos esprits en dehors de son contexte culturel. Avant cette époque que j'ai connue, des suicidés à l'hôpital psychiatrique, on considérait que le suicide était un blasphème parce que un être humain n'avait pas le droit de se retirer la vie, parce qu'en se retirant la vie, il tuait une âme que Dieu avait mise au monde, donc c'était un blasphème contre Dieu.
Et j'ai retrouvé des textes qui montraient que dans la religion chrétienne, pendant très longtemps, on battait le corps des suicidés. Parce qu'on ne pouvait pas les battre avant, donc on battait le corps après pour bien montrer que c'était blasphématoire et que par conséquent, toutes les punitions étaient possibles. Alors, le mot mort, bien sûr, il désigne pour une personne âgée, pour un mélancolique par exemple, le mot mort désigne un espoir. Et donc, parce que les mélancoliques, ou comme par exemple Monterland, qui alors lui n'était pas mélancolique, mais il avait des bouffées, des attaques de ce qu'on appelle des attaques de panique anxieuse, mais que les archéopsychiatres que nous sommes, on appelait ça des bouffées anxieuses, maintenant on appelle ça des attaques de panique, ça fait plus technique, mais c'est la même idée. Et Monterland disait, je souffre tellement de panique anxieuse que je préfère me tuer que vivre la minute qui va venir. Et on a des suicides impulsifs comme ça, à la minute près. Mais pour le mélancolique, c'est différent. Pour le mélancolique, cette vie est tellement insupportable que j'envisage la mort comme une libération. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens disent la suicide, c'est la dernière liberté. C'est à discuter parce que c'est la dernière liberté de ceux qui ont déjà perdu toutes les libertés. Puisqu'ils veulent se suicider, ils ne veulent plus vivre. Ils n'ont plus la liberté de vivre, ils se soumettent à une pulsion. Donc déjà, vous voyez, l'idée que je suis en train de vous proposer, c'est que un concept, même apparemment abstrait, ne peut pas naître ailleurs que dans notre cerveau et dans les récits du contexte, dans l'anthropologie, dans les préjugés, dans les convictions. Les préjugés, c'est ce qui donne le plus de certitude. Si vous voulez des certitudes, récitez des préjugés. Si vous, par malheur, vous avez une attitude scientifique, vous allez douter, forcément. Donc, si vous voulez des certitudes, croyez-moi. Mais surtout, ne jugez pas. Alors, et les mélancoliques, eux, pensent que la mort est une libération. Et je me rappelle, quand j'étais praticien, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir accompagné des mélancoliques qui aspiraient à la mort avec sourire, comme une espérance. Et je me rappelle une dame qui me disait je vous aime beaucoup, vous savez, on se voit, mais après tout ce que vous avez fait pour moi, je vous aime beaucoup, je vais me suicider. Est-ce que vous voulez que je vous tue avant? Alors, c'est le suicide, c'était généreux, c'est le suicide altruiste. Je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir encore un peu, et puis après, on verra si on se rend compte, mais pour elle, elle me libérait de la vie parce qu'elle m'aimait bien. Donc, et les suicides mélancoliques, quelques femmes mélancoliques tuent leur bébé dans une mélancolie altruiste. Donc, c'est pas rare du tout, ça. Mais pour elle, c'est pas un crime, c'est un acte de libération. C'est un acte de libération qui condamne à mort elle et ses bébés, ses enfants. Ça peut se négocier. Alors voilà, je commence pour faire chic, je commence par citer Albert Camus, parce que c'est un vrai problème philosophique. À Rome, on disait c'est la dernière liberté. Jean-Jacques Rousseau, qui avait peur de la vie, disait c'est pour se délivrer de la vie. Tous les monothéismes considèrent que c'est un blasphème, que ce soit la religion chrétienne, musulmane, juive, et probablement d'autres religions, mais je rentre du Japon, où au Japon, les Japon, on m'a expliqué que ce n'est pas des religions, c'est des philosophies religieuses, donc ils naissent taoïstes, ils se marient chrétiens et ils meurent bouddhistes. Je leur disais, mais ça vous pose pas de problème de changer de religion comme ça? Oh non, 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 j'aime bien, la religion Tao, c'est la filiation, donc j'aime bien, quand on arrive au monde, on s'inscrit dans une filiation, bon, très bien. Et pourquoi vous vous mariez chrétien? Oh, c'est tellement romantique, les femmes avec des robes blanches, c'est tellement beau, bon, je veux bien. Et pourquoi vous mourrez bouddhiste? Parce que les bouddhistes raisonnent avec une représentation cyclique du temps. Donc quand je serai mort, je vais revenir en vie sous forme de bébé. Je vais seulement passer 9 mois dans le ventre d'une femme, ce qui n'est pas toujours désagréable, et je vais revenir en vie, c'est-à-dire qu'un nouveau-né, pour eux, c'est un ancien vieux.
Donc, et cette représentation du temps fait qu'il parle au nouveau-né avec une... J'ai reçu des Japonais chez moi quand des amis de ma fille venaient de mettre au monde des bébés. Et donc, on jouait avec les bébés et ils étaient ahuris de voir les pitreries qu'on faisait avec les bébés. C'est-à-dire, Daniel Stern parlait de super signaux. Il disait, vous faites les clowns, c'est des super signaux, c'est pour ça que les bébés rigolent. Et c'était ça. Et les Japonais, je vous assure, qu'ils rigolaient aussi en disant, ces Occidentaux, là, vraiment. Alors, oh, le bébé, enfin, ce qu'on a tous fait avec nos bébés, on l'a tous fait, ça. Mais un Japonais ne le fait pas. Un Japonais dit, alors, monsieur le bébé, on a passé 9 mois nourri, logé, blanchi, est-ce que vous êtes content de revenir au monde? Enfin, on parle très poliment au bébé comme on parle au vieux, puisqu'il y a une représentation cyclique du temps. Donc un nouveau-né, c'est un ancien vieux. Et ça change les comportements. Cette représentation change les comportements et change, alors là écoutez bien, change la niche sensorielle qui entoure un bébé. Niche sensorielle biologique. Toucher, parler, gronder, nourrir, toiletter, ce sont des stimulations biologiques et on sait maintenant que ces stimulations biologiques sculptent le cerveau des bébés. 200 000 synapses à la minute pendant les petites années. On sculpte le cerveau. Freud disait, on fait des traces, des frayages. Il y a Freud qui était neurologue, il n'a jamais été psychiatre, Freud. Déjà, certains disent qu'il n'a pas été psychanalyste. Mais il n'a jamais été psychiatre, il n'a jamais mis les pieds dans un service de psychiatrie. Donc, mais sa thèse de neurologie était une excellente thèse, et dans psychologie scientifique à l'usage des praticiens, 1895, il parle de frayage, et il fait des raisonnements de neurologie, comme Lacan d'ailleurs. Alors, donc ça veut dire que cette niche sensorielle qui entoure le bébé, qui vient de naître, alors d'abord en fin de grossesse, la niche sensorielle est composée par le ventre de la mère et le liquide amniotique, et le bébé répond déjà à des informations modifiées par les hautes fréquences qui sont filtrées par le corps de la mère et surtout filtrées par le liquide amniotique, puisque on a tous été des mammifères marins. On a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. On entendait avec notre os frontal, on respirait avec des branchies, c'est-à-dire on était nourris par le cordon ombilical, c'est-à-dire qu'on a tous été des mammifères marins, et quand on est arrivé au monde, il y a eu une ontogenèse des bébés par rapport au corps des mères. C'est ce qu'on avait dit avec Michel Soulet, et Michel Soulet avait dit, oui, mais les bébés par rapport au corps des mères ont une ontogenèse quand même, par rapport au corps des femmes, ont une ontogenèse quand même très particulière. Une petite fille, quand elle comprend qu'un jour elle aura à porter un enfant, elle a un enfant dans la tête. Ensuite, elle fait ce qu'il faut pour en avoir un dans le ventre pendant 9 mois, ce qui fait qu'ensuite elle l'a sur les bras pendant 2 ou 3 ans, ce qui fait qu'ensuite elle l'a sur le dos pendant tout le reste de la vie. Et que... C'est vrai que c'est Soulet. Ça, c'est bien Michel Soulet. On le reconnaît complètement. Donc l'ontogenèse des enfants par rapport au corps des femmes est quand même un peu particulière. La manière dont on pense, elle n'est pas coupée du cerveau, elle n'est pas coupée de nos relations, elle n'est pas coupée du contexte social, des récits, des préjugés, de la doxa. Et que la niche sensorielle qui tutorise le développement biologique de nos enfants et qui sculpte le cerveau de nos enfants, cette niche sensorielle est organisée par le corps des parents, par leur esprit, par leurs interactions, selon les indications socioculturelles. Alors l'épidémiologie, alors maintenant je vais essayer de vous faire croire qu'on peut être un peu scientifique. Alors, l'épidémiologie, elle change étonnamment. Alors depuis que maintenant il y a un observatoire du suicide, probablement les chiffres vont être plus précis, parce que là maintenant il y a des méthodes, il y a des sociologues, il y a des enquêtes, il y a des psychologues, il y a surtout des associations qui sont très efficaces pour la prévention du suicide. En fait, si j'avais qu'un mot à extraire de l'exposé de ce soir, c'est le mot prévention.
je le redirai, ça sera le mot de ma conclusion, tellement il me paraît important. Mais elle est possible. Or, donc les chiffres varient beaucoup selon les contextes culturels, selon la manière dont on pose la question, selon qui. Les chiffres ne sont pas forcément vrais, je vois que vous les notez, mais je suis en train de dire qu'il faut les prendre avec des pincettes, parce qu'actuellement je dirige une thèse d'une petite Algérienne et une thèse d'une petite Iranienne, et il n'y a pas de suicide. Pour une raison bien simple, c'est que les Iraniens, les mollahs iraniens, disent que si on dit qu'il y a des suicides en Iran aujourd'hui, ça veut dire que leur politique est mauvaise. Donc celui qui parle de suicide est emprisonné. Et il y a la même chose actuellement en Algérie. J'étais au Maroc la semaine dernière, mais je retourne en Algérie. C'est très mal vu de parler de suicide, et les médecins, les sociologues qui parlent de suicide prennent des risques. Et on a connu la même chose en Europe, où à l'époque de Ceausescu, il était interdit de parler de suicide tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Parce que parler de suicide, c'était avouer qu'il y avait des gens malheureux en régime communiste, ce qui bien sûr était impossible. Donc méfions-nous des chiffres. Mais depuis que Michel Debout dirige l'Observatoire du suicide, je pense que là, les chiffres seront de plus en plus fiables. Et d'ailleurs, en Europe du Nord, où il y a des observatoires, les chiffres sont plus fiables. Ces chiffres-là sont très approximatifs et probablement déjà faux, puisque là, j'en ai trouvé d'autres, beaucoup moins importants que cela, parce qu'en France, il y a eu des progrès, probablement grâce aux associations et aux praticiens, et notamment aux cultures de prévention. Alors, donc l'ontogenèse du mot mort, j'en ai déjà parlé. De 0 à 3 ans, c'est le jeu de la bobine, que tous les gens qui ont fréquenté Freud connaissent, c'est-à-dire que l'enfant ne pense pas à la mort, mais comme son lobe préfrontal ne fonctionne pas, il fonctionne que 7 ans, 6 ans, 8 ans, selon la niche affective, il ne fonctionne pas, en tout cas de 0 à 3 ans, il ne fonctionne pas, donc il vit dans un contexte présent. Si bien que s'il voit un père se cacher, il cherche derrière, et il voit le père réapparaître, c'est l'éclat de rire, c'est il est là, il n'est pas là, enfin c'est le jeu de la bobine que vous connaissez. Ensuite c'est mobile, immobile, ensuite c'est, quand on est mort c'est pour la vie, ensuite c'est un ailleurs invisible, grand-père il est parti, il est sur un nuage, il va revenir dans très 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 longtemps, mais voilà, le mot mort donc se dilate un peu, et on arrive vers 7-8 ans, où là le mot mort devient adulte, parce que le cerveau est capable de décontextualiser une information et de faire une représentation du temps. Quand on travaille avec les physiciens et les neurologues, ils nous disent qu'il n'y a pas de perception du temps, il n'y a que des représentations du temps. Alors là, il faut donc avoir un cerveau capable de décontextualiser une information. Alors, les historiens nous expliquent que chaque fois, alors là inspiré par Durkheim, sociologue, 1895, Durkheim dit le suicide ne s'explique que parce qu'il y a un bouleversement culturel. Durkheim, 1895. Et il argumente en disant il y a eu un pic de suicide après la Révolution, surtout de l'an 6 à l'an 9. Il y a eu un autre pic de suicide sous l'Empire, surtout en 1812. Vous trouverez ça dans Ariès et Duby, c'est pour les gens qui s'intéressent à l'histoire. Je rentre du Japon, où il y a une culture du sprint, et où l'école est devenue une forme de maltraitance, parce que les enfants ont l'école obligatoire dans la journée, et une deuxième école la nuit. Alors les enfants de parents riches vont dans des maisons faire une deuxième école jusqu'à 11 h du soir alors qu'ils sont debout depuis 5 ou 6 h du matin, pratiquement sans récréation, et les enfants de pauvres se retrouvent dans des caves avec une loupiote en train de travailler jusqu'à 11 h du soir. Donc quelques-uns supportent, ils font pareil en sport d'ailleurs, ils prennent 1000 enfants, ils en massacrent 998 et ils sortent 2 champions. Et là, c'est pareil pour la tronche. Ils massacrent des milliers d'enfants, et ceux qui ne sont pas massacrés sont stupéfiants.
hein. C'est-à-dire que là, moi, quand j'étais au Japon, il y avait une petite japonaise qui avait réussi le concours de l'ENA en France, qui parlait un français sans accent et, et qui était éblouissante. Elle avait fait partie de ceux qui n'avaient pas vécu l'école comme une forme de maltraitance, mais elle reconnaissait que autour d'elle, beaucoup de ses copines n'avaient pas, ses copains n'avaient pas tenu la distance. Alors actuellement, donc, ils ont changé la culture du sprint, c'est-à-dire forcer les enfants. Et j'ai été invité par Jeannette Bougrab à Helsinki et elle avait organisé une réunion pour voir les nouvelles méthodes éducatives dans les pays d'Europe du Nord. Méthodes éducatives inspirées par les théories de l'attachement. Bowlby était président de la Société britannique de psychanalyse quand il a rencontré des éthologues animaliers. Et il y avait Jenny Aubry, il y avait Myriam David, qui joue un grand rôle au COPES, il y avait Geneviève Appel, il y avait Jacques Lacan. J'ai des photos de Lacan assistant à des cours d'éthologie animale. Et dans un livre que j'ai appelé Les âmes blessées, je donne les références précises parce que je me suis dit, si je me trompe dans les références, eux, ils vont pas me rater. Si je rate les références, eux, ils vont pas me rater. Donc j'ai bien fait attention à la virgule, au mot, à la page, j'ai bien vérifié. Si vous achetez Les âmes blessées, vous me donnerez 1 euro de droit d'auteur et vous pourrez trouver les références précises. Donc, vous ferez ma fortune et vous vous enrichirez. Donc ça veut dire que Lacan, j'ai les photos chez moi de Lacan suivant des cours d'éthologie animale, l'articulation du réel et de l'imaginaire, inspiré par ce que Freud et Lacan appellent la danse des petits poissons. Vous trouverez ça chez Lacan, l'articulation du réel et de l'imaginaire. Le stade du miroir, qui vient directement de la primatologie, que vous trouverez directement dans les travaux de primatologie que Lacan cite très honnêtement. Vous trouverez dans Spitz et Anna Freud, la première année de la vie de l'enfant, 28 citations d'éthologie animale. Donc, et puis ça a été oublié. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que les psychanalystes de cette époque, c'est moins vrai aujourd'hui, mais à cette époque se sont soumis à la doxa qui voulait combattre la biologie. Alors que maintenant, on sait que la biologie est une part de la condition humaine et que la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, c'est une autre part de la condition humaine. Et que toute théorie qui se veut totalement explicative, à mon avis, est une théorie totalitaire. On a chacun une part de vérité, on n'a pas toute la vérité. Alors voilà ici donc ce que je voulais vous dire. Là, on va passer quelques minutes dans le cerveau. On va quitter l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce mystère que, effectivement, on constate encore aujourd'hui que chaque fois qu'il y a un bouleversement culturel, il y a un pic de suicide. En Grèce, 20% de suicides en plus au moment de la crise grecque. Actuellement, flèche de suicide aux États-Unis. C'est sûrement à cause de Trump. C'est-à-dire, flèche de suicide. En Chine, où j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, augmentation de suicides rapide. Dans toutes les cultures, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais dans toutes les cultures, les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes. Sauf en Chine. Et quand on parle avec ces femmes et avec les universitaires qui m'avaient invité, ils disaient que les femmes ont... Le changement culturel pour elles est tellement énorme, c'est qu'elles sont passées en 10 ans, 20 ans, elles sont passées de la répression de la condition féminine au Moyen-Âge à la condition féminine moderne, où elles prennent l'avion, elles travaillent, elles ont les diplômes, elles font les mêmes boulots que les hommes, mais elles sont passées du Moyen-Âge à la condition moderne. Dans la condition du Moyen-Âge où les femmes étaient sacrément vissées et surveillées, et là, donc, là maintenant, elles sont dans les hôtels à 5 heures du matin en train de faire leur première réunion avec le chef de bureau, et elles travaillent comme les hommes, et en cas de problème, elles sont seules. Donc là, il n'y a plus cet effet protecteur dont je vais parler tout à l'heure. Alors que quand j'étais au Japon, avec Masahiro Hayashi,
à Kyoto, qui est une ville éblouissante. S'il y a des gens qui ont été à Kyoto, sinon vous devez y aller. C'est une ville extraordinaire, merveilleuse. Et la politesse japonaise, alors là, incroyable. Et j'étais là et il m'expliquait que il me montre une publication où, après Fukushima, il y a eu aussi un pic de suicide, il y a eu des morts, énormément de morts. Toute une énorme partie du Japon n'appartient plus au Japon, ils n'ont plus le droit d'y aller. C'est pollué par la radioatomicité, c'est pollué, ils n'ont plus le droit d'y aller. Et il y a eu un pic de suicide, ce qu'on peut comprendre. Et il me dit, mais je regarde cette publication, les hommes qui vont au café et qui boivent du saké se suicident moins que les hommes qui restent à la maison. Je me dis, mais alors comment ça? Alors le saké aurait donc une vertu protectrice contre le suicide? Ah ben ça, alors les Japonais, ils ont trouvé un truc là, vraiment. Et puis finalement, en discutant avec eux, j'ai compris qu'en fait, les hommes qui allaient boire du saké, ils vont rencontrer des copains. Ils luttent contre l'isolement sensoriel qui précède tous les passages à l'acte suicidaire. Donc, ce que disait Durkheim, c'est qu'un bouleversement culturel provoque un pic de suicide. Les historiens, les démographes disent qu'il n'y a pas de doute, c'est vrai, mais tout le monde ne se suicide pas. Et on voit que ne se suicident dans ces bouleversements culturels que ceux qui ont été isolés au cours des premiers mois de la vie, ou ceux qui sont isolés au moment où ils ont un chagrin ou un malheur existentiel. Donc les hommes, c'est pas le saké, je suis désolé de vous le dire, c'est pas le saké qui protège du suicide, c'est les copains. Et ça, je le reprendrai parce que quand on a fait avec Denis Péchanski un suivi pour les attentats de Paris au Bataclan, où il y a un processus de résilience excellent auprès des gens du Bataclan qui ont pourtant été sacrément traumatisés, et il y a énormément de syndromes psychotraumatiques à Nice, où les gens aussi ont été énormément traumatisés, mais autant le gouvernement et les Parisiens ont bien réagi, autant les Niçois ont réagi de manière insupportable. Un mort sur 3 à Nice était un musulman, et quand ils sont venus faire leur deuil, ce qui était la moindre des choses, quand ils sont venus, des gens leur ont craché dessus et leur ont dit « retournez chez vous, sales arabes ». C'est-à-dire que là, on a vraiment... c'est insupportable. Alors que les Parisiens n'ont pas fait ça. Les Parisiens ont invité et ont dit « on ne se soumettra pas, mais il n'y aura pas de ratonnade ». Et ça, c'est une attitude qui fait que ces gens ont été soutenus et qu'on voit Denis Péchanski et toute une lourde équipe de psychologues montrent que beaucoup de gens ont été traumatisés et que le traumatisme s'efface très très vite, donc il n'y aura pas de syndrome psychotraumatique durable parce qu'il y a un soutien autour de ces gens-là, ce qu'il n'y a pas eu à Nice. Au contraire, à Nice, même, après la mort, les survivants, les endeuillés ont été insultés et agressés. Donc, on voit comment le social participe bien sûr beaucoup au devenir de ces gens, donc de nous-mêmes. Alors, il y a différentes formes de suicide. Il y a le suicide moral, c'est Jean Moulin. Jean Moulin qui se suicide parce qu'il sait que si on le torture, il risque de parler tellement sa souffrance est grande, donc il préfère sauter par la fenêtre et se suicider pour être sûr de ne pas livrer ses copains. Suicide moral. Comme on me l'a expliqué en Chine, où le suicide n'est pas blasphématoire, parce qu'on pense que quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui sauve l'honneur de sa famille. Suicide moral. Donc, quand les femmes se suicident en Chine, eh bien oui, elles ont eu le courage de se suicider. En France, on ne raisonne pas tout à fait comme ça. Et dans les religions monothéistes, on ne raisonne pas comme ça non plus. Et puis surtout, j'en parlerai tout à l'heure, il y a l'effet Werther, c'est-à-dire après, quand Goethe a écrit Werther, c'était fin 19e, il y a eu une épidémie de suicide, là c'était les garçons qui se suicidaient, parce que vous avez lu Werther,
Bien, forcément. Et quand dans Werther, il est amoureux fou de Charlotte, et notamment il tombe amoureux quand il voit que Charlotte beurre des tartines pour les enfants du quartier. C'est la femme de mes rêves. Alors il tombe amoureux fou, il lui déclare sa flamme, elle lui dit en allemand tu peux aller te faire cuire un œuf, et il est tellement malheureux qu'il se suicide. Et cette scène de théâtre, cette comédie, ce drame théâtral a eu tellement de succès que le gouvernement a décidé d'interdire la pièce parce que chaque fois qu'il y avait la pièce dans une ville, il y avait une épidémie de suicide. Et on voit ça en France, on a vu ça en France après le suicide de Marilyn Monroe, où les filles se sont suicidées en masse. Et puis cette Romy Schneider, cette magnifique comédienne, quand elle s'est suicidée, elle a provoqué aussi une épidémie de suicide féminin. Donc, mais ça, je proposerai une explication neurologique de ce constat sociologique et historique. On voit que la niche sensorielle est appauvrie au cours des interactions précoces. Quelle que soit la cause de l'appauvrissement, que ce soit la mort de la mère, que ce soit la dépression maternelle, Antoine Guédonné et surtout Tronic, je pense que si vous êtes professionnel, vous connaissez leurs travaux. Hein. Le comportement de retrait décrit par Antoine Guédonné et la still face, l'immobilisation de la mère qui expérimentalement doit s'arrêter de gestuer. Et on voit que le comportement du bébé est désorganisé dans les secondes qui suivent l'immobilité faciale et gestuelle de la mère, parce qu'il n'a plus d'altérité. Quand j'ai travaillé en Roumanie, les enfants avaient été isolés par Ceausescu, qui forçait les femmes à mettre au monde le plus d'enfants possible et qui les empêchait de s'en occuper, puisqu'elles travaillaient 14 heures par jour et qu'il n'y avait pas de politique familiale. Donc les femmes mettaient au monde un bébé et ils disaient « mais vous n'avez qu'à le mettre dans une institution », ce qui était un raisonnement raciste, puisque Ceausescu, se disant communiste, disait « s'ils sont de bonne qualité, les enfants vont bien se développer, et s'ils sont de mauvaise qualité, eh bien, il faut les laisser mourir », ce qui est un raisonnement raciste. Et c'est le raisonnement que tenaient les nazis, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute, c'est un raisonnement raciste, il n'y a pas d'autre mot. Donc, Ceausescu a fait ça, et les enfants, vous avez sûrement vu à la télévision, les enfants étaient terriblement altérés. Et quand j'ai été invité à Bucarest, à Constanța, à Timișoara, j'ai demandé des scanners. Demander un scanner de ville dans un pays où il fallait faire la queue pour avoir un scanner, ça a été mal reçu. Et puis j'en ai obtenu quelques-uns. Tous les bébés avaient une atrophie bifrontale. On n'a pas su voir l'atrophie du système limbique parce que ça, il faut un ordinateur où il faut que l'atrophie soit très grosse. Mais l'atrophie bifrontale, un praticien la voit à l'œil nu, sans aucune. S'il y a des neurologues dans la salle, on voit l'atrophie à l'œil nu. C'est pas la peine d'avoir un ordinateur. Hein. Ça, on la voit sur un scanner de ville. Donc alors on m'a dit, oui, mais ces enfants, c'est bien la preuve que ces enfants ont été abandonnés parce qu'ils étaient déjà encéphalopathes. Ils sont devenus encéphalopathes parce qu'ils ont été abandonnés. Mais quand on a dit ça, publié ça en 1989, ça n'a vraiment pas eu beaucoup d'écho. Mais maintenant, il y a des tas de publications sur les altérations, les atrophies frontales, rhinencéphaliques et localisées par carence de milieu. C'est l'altération du milieu qui provoque l'altération cognitive. La structure, le cerveau se met à fonctionner de manière différente, et si l'altération du milieu dure trop longtemps, ça finit par faire une anatomie particulière. Donc le cerveau est sculpté par le milieu, contrairement à ce qu'on nous apprenait. On nous disait que le cerveau était dans une boîte crânienne coupée de son milieu, sauf en cas de trauma crânien, alors qu'on sait maintenant que le cerveau est un organe relationnel. Alors là, on voit que lorsqu'il y a un appauvrissement de la niche sensorielle, quelle que soit la cause, mort de la mère, maladie de la mère, violence conjugale, la violence conjugale, même si elle ne touche pas l'enfant, la violence conjugale est une véritable agression physique pour un bébé.
il entend des cris, il a peur, il voit que ses parents se battent, il a très peur, donc pour lui c'est un traumatisme psychique, et maintenant Kidé a montré qu'après un attentat, il y avait des gens qui avaient de tels troubles, ils étaient hébétés, ils étaient confus, désorientés, ce que beaucoup de praticiens, c'est une banalité que je suis en train de dire, et beaucoup de pompiers ou de médecins d'urgentistes disent, c'est des troubles comme ça, il y a sûrement une base, un fondement organique, et ils demandent une neuroimagerie. Et Kidé a montré qu'il n'y avait pas de trouble organique, mais que quand au-dessus d'un certain seuil, quand le trauma est trop fort, le cerveau s'éteint. Il ne traite plus les informations, il est déconnecté de l'environnement. C'est-à-dire que le trauma est psychique, émotionnel, sidère le cerveau qui ne fonctionne plus. Donc la conséquence est neurologique alors que le point de départ, il est psychologique. Donc c'est pas... Maintenant on le photographie, on le mesure, et on mesure aussi la résilience neuronale, comment ça se remet à marcher quand on entoure ces gens, quand on les invite, quand on les sécurise d'abord, et qu'on les invite au travail de la parole, et aussi à la protection sociale. Et quand on fait ça, eh bien on se rend compte que un très grand nombre de syndromes psychotraumatiques disparaissent rapidement. C'est ce qui est en train de se passer pour les traumatisés du Bataclan. Je n'ai pas les réponses de Nice. D'ailleurs, je crois qu'à Nice, personne ne travaille là-dessus. Mais il y a Pringuet, je vais peut-être lui demander. Pringuet, mais il a pris sa retraite maintenant. Mais je vais lui envoyer des lettres anonymes pour le forcer à travailler. et peut-être, je fais l'hypothèse que à Nice, il y aura beaucoup de syndromes psychotraumatiques à cause de l'attitude dégueulasse qu'ont eu les gens après l'attentat. La culture, après l'attentat. Donc, mais c'est une hypothèse. Hein. J'ai l'impression que ça va comme ça, mais c'est une hypothèse de recherche. Alors, on voit que, maintenant que la neuroimagerie se précise, on voit que lorsque, quelle que soit la cause, c'est pas la mère qui est la cause de l'altération cognitive de l'enfant. C'est le malheur de la mère. Vous me suivez, hein? C'est pas pareil du tout, hein? C'est pas pareil. Le malheur de la mère, ça peut être son mari, ça peut être son enfance, ça peut être la guerre, ça peut être la précarité sociale. Donc c'est pas la mère. Mais comme j'ai remarqué que chaque fois que les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, j'ai remarqué que statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc ça veut dire, vous avez remarqué aussi, ça veut dire que c'est elle qui marque les premières empreintes dans le cerveau en développement de l'enfant, parce que comme elle le porte, l'enfant traite d'abord les informations traduites, exprimées par le corps de la mère. Donc c'est pareil pour les toxiques, hein. Si la mère boit de l'alcool ou si elle prend de la drogue, c'est le bébé qui trinque, hein. Donc c'est pareil pour les toxiques, c'est pareil pour l'émotion. Les médiateurs de l'émotion, c'est les substances. Cortisol, catécholamine, cholécystokinine et puis d'autres substances. Donc ces substances, on les connaît. Donc c'est des médiateurs biologiques du malheur de la mère. Pas de la mère, du malheur de la mère. Alors, donc on voit, et maintenant les neuroradiologues avec qui on travaille montrent que quand il y a eu une altération sociale, l'an 12, sous l'Empire, il y a de tels bouleversements qu'il y a un pic de suicide. On constate que quand il y a une altération sociale, les neurologues à Paris, à l'INSERM, il y a Galinowski, avec nous il y a Bustani, enfin il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en neurologie, il y a des milliers de travaux qui ont été faits, qui montrent, qui photographient et qui mesurent, mais cette fois-ci il faut un ordinateur, qui mesure l'appauvrissement des connexions fronto-limbiques. L'appauvrissement des connexions se fait parce qu'il y a eu un malheur autour de la mère. Et c'est pour ça que ça explique ce qu'on appelait l'atrophie bifrontale, et qui fait l'impossibilité de représentation du temps. Et ça explique un peu aussi, David Cohen, à la Pitié-Salpêtrière, a fait un très beau travail qui précise en neuroradiologie ce que j'avais constaté quand j'étais invité à Londres chez Peter Fonagy. Et Peter Fonagy avait dit,
dans les borderlines, pendant très longtemps, j'ai fait un lapsus d'oreille. La clinique des borderlines, c'est tellement hétérogène que j'entendais borderlines. Et que le lapsus était plein de sens, parce que ça correspond bien à la clinique. Ça part dans tous les sens, c'est les borderlines. Et dans ces borderlines, Peter Fonagy a discuté avec les familles, les enfants, les adolescents borderline, ceux qui frappent avant de réfléchir ou même avant de parler, ceux qui passent à l'acte comme un court-circuit mental, les psychopathes qui ont un court-circuit mental, qui passent à l'acte parce qu'ils n'ont pas le temps de parler, de dire un mot, tac, ils frappent d'abord, ils attaquent d'abord, eh bien ceux-là, 90%, alors eux ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ça, mais quand on parle, comme l'a fait Peter Fonagy, avec à Londres, Tavistock Clinic, quand il a fait des enquêtes auprès des enseignants, auprès des gens du quartier et auprès des familles, 90% de ces psychopathes avaient connu une cascade de traumatismes et d'isolement précoce à l'époque préverbale. Donc là, il y a quand même un déterminant flagrant qui confirme l'hypothèse. Alors maintenant, l'hypothèse se précise, une carence environnementale précoce ne stimule pas les neurones préfrontaux. Une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique. Pierre Bustani, avec qui on travaille, nous dit que l'amygdale rhinencéphalique, quand elle n'est pas inhibée par le lobe préfrontal, elle peut avoir un volume multiplié par 10. Or, pour les neurologues qui sont dans la salle, on sait bien que l'amygdale rhinencéphalique, c'est le socle neurologique des émotions intenses. Émotions de colère, émotions de haine, émotions intenses, de rage, de crainte, de peur, de frayeur. Et c'est le socle, et on sait que c'est vrai, parce que quand j'étais praticien en neurologie, quand il y avait des traumatismes d'accidents de voiture latéraux, les gens cognaient la tête sur le côté et ils avaient des hématomes. Non, quand ils cognaient la tête sur le front, ils avaient des hématomes bifrontaux, donc il y avait des lobotomies qui étaient faites parce que quand les hématomes se résorbaient, ben, il y avait un trou à la place des hématomes. Quand ils tapaient la tête sur le côté, l'amygdale rhinencéphalique était bourrée de sang, et quand le sang se résorbait, eh ben, il y avait un trou à la place de l'amygdale rhinencéphalique, et ces gens-là devenaient totalement indifférents. Totalement, étonnamment indifférents. Et il disait, alors ça je l'ai entendu 100 fois, il disait « Je regrette l'époque où je souffrais, parce qu'au moins je me sentais vivant ». Et donc là, plus de souffrance, plus d'émotion, plus de plaisir, plus de relation, lobotomie. Or, on voit que là, c'est le contraire. C'est que le lobe préfrontal, n'apprenant plus à réguler les émotions, il est, alors, les gens qui, aux États-Unis, Panksepp, qui a travaillé là-dessus, P-A-N-K-S-E-2-P, Panksepp, elle dit, quand l'émotion n'est pas régulée, les gens qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions, il y a 3 régulateurs des émotions, le régulateur neurologique, le lobe préfrontal, le régulateur verbal, apprendre à parler pour dire ce qui ne va pas, qu'on n'est pas content, qu'on est content, et le régulateur social, les rituels, les lieux de parole, où on se donne rendez-vous pour prier, pour s'engueuler, pour faire la fête, qui sont fabriqués par les sociétés. Et là, quand on avait travaillé avec Daniel Stern sur ces enfants, 85% des suicidés, quand on interroge leur famille, ou quand on les a vus avant, on sait qu'ils avaient acquis un attachement insécure. C'est-à-dire qu'on ne trouve presque pas d'attachement sécure parmi les suicidés. Un attachement sécure, c'est un enfant qui, avant la parole, a déjà appris à s'approcher, à faire un babil, à s'exprimer. Il ne parle pas, il a 10 mois, 12 mois, il ne parle pas, mais il sait déjà s'exprimer et il comprend déjà beaucoup de choses, même s'il n'a pas encore débarqué dans le monde de la parole, mais il comprend déjà beaucoup de choses. Et je fais partie d'une génération où on avait des professeurs qu'on admirait beaucoup et qui nous disaient « Tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre ». Dites ça à une pédiatre, une sage-femme aujourd'hui,
Alors Myriam David est passée par là, par bonheur, et Michel Soulet et toute sa petite bande, et les gens qui travaillent au COPES, par bonheur, sont passés par là. Mais quand j'ai fait mes études, j'avais des profs que j'admirais beaucoup, qui nous enseignaient ça. Si vous me dites, demandez qui c'est, je vous le dirai, mais en privé tout à l'heure. On restera discret. Alors donc ça veut dire que ce raisonnement que je vous propose, ce sont des raisonnements systémiques. C'est pas une cause provoque un effet, c'est une convergence de causes hétérogènes qui provoquent un effet pour provoquer un symptôme, un trouble, ou pour le combattre, d'où la possibilité de résilience, ou d'aggravation si on laisse les gens isolés. Si on les soutient, si on les entoure pas, on va laisser l'atrophie s'installer. Et Pierre Bustani nous a montré, où j'ai vu cliniquement des enfants isolés pendant plusieurs années, ils n'avaient pas de langage, personne ne leur avait parlé, ils ne savaient que se balancer et ils s'auto-agressaient à la moindre émotion. Je souligne, vous l'avez tous vu, s'auto-agresser, se taper la tête par terre avec une violence impressionnante, se taper la tête contre les murs ou se taper la tête par terre avec... on ne peut pas ne pas les en empêcher, bien sûr ils se débattent parce qu'ils veulent continuer à se taper la tête par terre. Et quand on a posé cette question, qu'est-ce que c'est que ce mystère que ces gens qui ont été abandonnés, isolés, précocement, j'ai dit abandonnés mais j'aurais pas dû, je gomme, isolés précocement, la niche sensorielle a été appauvrie, j'aurais pas dû dire abandonnés, parce que en disant ça, je me rappelle le cas d'une dame, elle met au monde 2 bébés. Elle s'en occupe, c'est le bonheur et la fatigue dans la famille, mais ces 2 enfants, et puis un jour, elle est enceinte du 3e bébé, au moment où sa propre mère démarre une maladie d'Alzheimer. Elle s'entend très bien avec son mari, et le mari lui dit, écoute, j'ai un métier que j'aime bien, qui nous rapporte pas mal d'argent, toi tu as un métier où tu t'ennuies, et la dame dit, il passe un contrat de couple, et la dame dit, bon bah écoute, je vais m'occuper du bébé et je vais m'occuper de ma mère, sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant, s'occuper d'une mère qui démarre une maladie d'Alzheimer, c'est fatigant et désespérant. Et la mère vit les bébés, le 3e bébé, quand il arrive au monde, eh bien il a une niche sensorielle appauvrie par le malheur de la mère, pas par la mère. La mère, elle aurait bien voulu que sa propre mère ne démarre pas une maladie d'Alzheimer. Mais voilà, elle s'occupait de sa mère, elle allait la chercher, elle revenait. Enfin, le poids familial que représente une maladie d'Alzheimer, eh ben, elle l'avait. Donc elle s'est moins occupée du bébé, elle n'avait pas la vitesse de réaction qu'on a étudiée ici, et avec Antoine Guédonnet, et puis surtout à Toulon, quand on a fait le premier congrès international sur les interactions précoces. Ce qui me fâche un peu, c'est que beaucoup de gens qui ont combattu les interactions précoces, maintenant je les vois dans les publications dire qu'ils sont à l'origine des interactions précoces. Ça, je le digère pas très bien, ça. Hein. Je comprends. Mais enfin voilà, c'est l'histoire des idées, ça. C'est comme ça. Donc c'est l'aventure humaine, une convergence de causes hétérogènes qui peut provoquer cet appauvrissement de la niche sensorielle, qui provoque une altération cognitive, qui fait que la trace cérébrale, elle est, comme le disait Freud, le frayage est fait. On peut très bien entourer, mais le frayage, il est fait. Pierre Rousseau, avec qui on travaille, et qui est professeur, qui est obstétricien professeur à Bruxelles, et qui travaille avec nous, il est à la fois obstétricien et avec une équipe de neuroradiologues. Un bébé qui a été isolé longtemps, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, dans cette période sensible après la naissance, même si on le récupère un peu après, il garde une trace. Et il montre que toute information désormais, chez ce bébé, isolé précocement, compensée, mais trop tard, c'est une résilience imparfaite, toutes les informations désormais arrivent directement à l'amygdale rhinencéphalique. Et il réagit par pour lui, tout est une alerte. Toute information, alors qu'un bébé qui a acquis un attachement sécure, il se blottit contre sa mère, une fois sécurisé, il regarde et il observe ce qu'il a un peu stressé,
comme le disait Spitz et Anna Freud, hein, il n'y a pas pire stress que l'absence de stress. Donc il ne faut pas trop protéger nos bébés, mais il ne faut pas non plus les isoler, ne pas les abandonner. Et on voit que dès que le bébé est sécurisé, hop, il regarde l'objet qui l'alerte et il l'apprend. Tiens, finalement, et hop, il s'oriente vers. C'est-à-dire que la sécurité et l'exploration sont liées. Ça, c'est les théories de l'attachement. Je pense qu'on vous les a apprises, en tout cas, ou vous les a travaillées. Or, avec Daniel Stern, on avait fait une manip très simple, c'est-à-dire que Daniel Stern est au centre de la pièce et arrivent des enfants qui ont été évalués attachement sécure. Ils ont un petit stress, et puis ils s'approchent, et puis ils ont 12 mois, ils ne parlent pas. Ils s'approchent, et puis ils font une offrande alimentaire, ils font un babil, ils tirent sur la veste, et puis il y a des bébés qui sont tellement mignons et stimulants pour l'adulte, ils nous rendent tellement bons parents qu'ils sont capables de déclencher une interaction en 2 gestes et 3 secondes. Et nous, on se laisse faire. Hein, et on parle. Et il y a Daniel Stern a dit, il y a des tours de parole. Les bébés ne parlent pas, mais à la musique, à la prosodie, à la musique de la voix, ils savent quand on va finir notre phrase et quand on va se taire. Et à ce moment-là, ils font leur babil. C'est-à-dire qu'il y a déjà une intersubjectivité, comme il nous explique, il y a déjà une intersubjectivité, mais cette intersubjectivité est médiatisée par la sensorialité de la parole, pas par le contenu de la parole, mais par la sensorialité, la musique, par la proximité des corps. Et hop, la familiarité se met en place. Alors que les bébés qui, à cause d'un malheur de la mère ou à cause d'un accident de la vie, parfois c'est eux, parfois c'est le bébé, il a fallu l'hospitaliser, il a fallu l'isoler, il y a eu une tragédie de la vie, de l'existence, ils ont été isolés. Eh bien, ces bébés-là ont acquis un attachement insécure, c'est 1 bébé sur 3 qui a acquis un attachement insécure. Quand ils entrent dans la pièce, ils ne s'orientent pas sur l'adulte présent, ils se périphérisent, ça c'est un travail qu'on avait fait avec Montagnier, ils se périphérisent, ils s'autocentrent, à la moindre émotion. Quand on les regarde, ils évitent, attachement évitant, ils évitent le regard. S'ils sont stressés, ils augmentent les activités autocentrées et ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler, ou en tout cas d'avoir un retard de langage, alors que les bébés sécures s'approchent, font un babil ou un tour de parole, ils se mettent en disposition spatiale pour apprendre à parler. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une chaîne d'interaction qui se met en place. Alors on dit à Oliveira de Souza, à Rio, il est prof à Rio, il est psychiatre et neuroradiologue. Et c'est une nouvelle espèce qui vient de naître maintenant, il y en a de plus en plus maintenant qui font psychiatrie, et il y a même des lacaniens qui font psychiatrie et neuroradio à Paris, et ça pousse aussi à Paris maintenant, il y en a quelques-uns. Et c'est tout à fait intéressant parce que, alors on dit Oliveira de Souza, il s'appelle Oliveira de Souza comme tous les Brésiliens, et on lui dit mais c'est quand même curieux, qu'est-ce que ça signifie? Cliniquement, j'ai constaté quand j'étais chef de service à Toulon que beaucoup de schizophrènes qui souffraient, qui hurlaient de terreur quand il y avait des hallucinations, quand ils étaient pourchassés par leur délire, mais qui, en pleine panique hallucinatoire, ils attrapaient, ils se cassaient la vitre, ils se tranchaient avec la vitre ou avec une lame de rasoir, et dès que ils étaient tranchés, le délire se calmait, ils allaient mieux, et pendant qu'on les recousait, on parlait avec des gens paisibles et équilibrés. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce mystère? Ils étaient en train d'hurler dans les couloirs 30 secondes avant, ils cassent la vitre, ils se tranchent la main, ils vont mieux, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Oliveira répond, eh ben on va voir et on va faire des situations cliniques et expérimentales pour voir ce que l'auto-agression fait. Eh bien, la plupart des gens, au moment où ils sont en pleine panique, l'ordinateur répond que l'amygdale rhinocéphalique consomme beaucoup d'énergie, c'est-à-dire qu'ils ont des émotions intenses, incontrôlables, par la parole ou par la relation, ça, ils ne contrôlent pas. Dès que
il se scarifie, ou dès qu'il s'auto-agresse, quelle que soit la forme bénigne ou parfois plus grave d'auto-agression, l'amygdale rhinencéphalique s'éteint. Il contrôle une émotion insupportable par une émotion, une douleur supportable. Et ça me rappelle l'explication qu'on nous donnait en neurologie, l'effet Gate. L'effet Gate, oui, c'est ça. Quand on faisait des ponctions lombaires, on arrivait avec des aiguilles qui étaient sûrement comme ça. J'habite à Marseille, alors je peux bien dire. Donc les aiguilles étaient impressionnant. les aiguilles étaient certainement grandes comme ça, donc les malades, vous allez me mettre ça dans le dos. Les malades n'étaient pas très contents de l'idée qu'on leur mette une aiguille comme ça dans le dos. Et on nous avait appris, les anciens nous avaient appris un truc de praticien que j'ai fait pendant des années. Je pinçais le flanc assez fort, mais je l'ai pincé, et tout de suite après les avoir pincés, j'enfonçais l'aiguille. Puis je retirais le liquide, j'enlevais l'aiguille, et les gens me disaient, bah alors vous la faites cette ponction? Eh ben, elle est faite. C'est parce que l'effet Gate, ils avaient perçu mon pincement, la douleur de mon pincement, et ils n'avaient pas senti l'aiguille qui rentrait dans leur dos. Il fallait quand même pas tomber sur l'os, parce que là, ils s'en rendaient compte. Mais quand on tombait pas sur l'os, on rentrait dans le canal médulaire et on sortait le liquide céphalorachidien, et les gens ne sentaient que le pinçon. Alors l'explication que je me suis donnée, c'est l'effet Gate de la douleur. Ils se donnent une douleur supportable, ce qui leur permet d'éviter une douleur insupportable. Alors quand c'est se scarifier, l'angoisse se calme après la scarification, mais parfois c'est plus. Parfois c'est des comportements encouragés par les religions. Toutes les religions encouragent le sacrifice. Alors parfois c'est un sacrifice oblatif, donc ça fabrique du lien, ça fabrique du social, donc merci la religion, mais parfois aussi ça fabrique des supplices, ça fabrique l'auto-agression. Les chrétiens parlent de se donner, les musulmans, les chiites parlent de se donner, se donnent le fouet, ou se tapent avec des galets sur la tête pour faire comme se punir. Donc dans toutes les religions ont inventé des autopunitions, peut-être pour se calmer leurs angoisses. Alors là, il y a eu une théorie aussi génétique du suicide. Pendant un moment, on voyait apparaître beaucoup de publications sur les suicidés ont une chute du 5-HIAA. Ça a été travaillé ici, hein, c'est-à-dire... Donc, alors là, ça me pose un problème, c'est que quand Caspi, en 2002, généticien, avec une équipe de généticiens reconnus, à qui on accorde notre confiance, il montre que parmi nous, dans cette salle, dans toute population, il y a 15% de petits transporteurs de sérotonine, et que c'est un déterminant génétique. C'est-à-dire que ces 15% de gens qui, dans la salle, ont des émotions intenses parce qu'ils sécrètent peu, non, j'ai mal dit, ils sécrètent de la sérotonine normalement, mais ils n'ont pas la synthèse de l'acide aminé qui permet de transporter la sérotonine d'un synapse à l'autre, d'une neurone à l'autre. Donc c'est un déficit, non pas de la sérotonine, mais du transporteur de la sérotonine. Alors d'abord, c'est pas un gène, c'est une combinaison de gènes, et en plus, alors pendant un moment, on parlait même du gène de la résilience. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que dans la salle, les 15% de gens, statistiquement, hyper émotifs, est-ce que c'est une maladie? On leur offre des fleurs, elles pleurent, on les invite au restaurant, elles pleurent, on va à l'opéra, elles pleurent, on leur parle gentiment, elles pleurent, est-ce que c'est une maladie? Non, c'est un tempérament, c'est pas une maladie. Alors, donc dire que c'est le gène de la résilience, c'est quand même court-circuiter un raisonnement et passer directement un peu trop vite à la conclusion. Parce qu'ensuite, on sait très bien que dans une culture moderne où la sédentarité est une valeur adaptative, c'est l'école, c'est les métiers du tertiaire. Actuellement, d'où l'augmentation des diabètes. Actuellement, c'est la sédentarité qui fait du social.
Quand j'étais gamin, on faisait du social avec son corps. Les hommes avec la violence, qui était une valeur adaptative. Je suis de la qualité d'avant-guerre. On disait ça des camemberts, on disait camembert d'avant-guerre. Donc je suis de la qualité d'avant-guerre, j'ai connu 2 guerres. Donc je peux vous assurer, et quand je vais dans les pays du Proche-Orient, je peux vous assurer que la violence, valorisée chez les garçons par les mères, par les femmes, est une valeur adaptative. Par bonheur, nous, on considère qu'on est en paix, on peut s'expliquer suffisamment, pas toujours, mais suffisamment. Pour nous, dans notre culture, la violence n'est que destruction. Mais prenez l'avion et vous verrez que, pas loin, la violence est encore une valeur valorisée par la culture et par les mères. Un garçon qui ne se bat pas est une femmelette. J'ai entendu ça quand j'étais enfant, très souvent, je ne l'entends plus maintenant. Au contraire, quand un garçon se bat, on appelle le psychiatre. Parce que, donc, alors, quelqu'un qui est très sensible, on lui fait, il va à l'école, elle est émotive, alors au contraire, mon Dieu, il faut que je fasse mes devoirs là, parce que le prof, il va m'engueuler. Valeur adaptative. Il trouve un métier du tertiaire, on reste assis sur son ordinateur, on parle gentiment parce qu'on est sensible. Très bien. C'est pas un point faible, c'est un déterminant biologique d'un trait de tempérament. C'est le point faible n'existe que selon le contexte. Je reprends la phrase du début. Si le contexte est violent, encourage à la violence, c'est un point faible. Si le contexte encourage à la relation, à la verbalité, à l'affection, à la stabilité, c'est un point fort. Vous me suivez? Donc ça peut être un point faible dans une culture, un point fort dans une autre culture. Et à l'inverse, si vous prenez un gros transporteur de sérotonine, et si vous l'isolez précocement longtemps, eh bien je vous assure que comme les autres, il finira par faire des auto-agressions, et notamment des auto-agressions suicidaires. Alors voilà, donc je m'approche maintenant de la fin, pour dire que les neurobiologistes avec qui on travaille ne parlent plus, sont étonnés parce que quand je donne des cours en milieu psychologique, hein, et aussi en milieu médical aussi, et j'entends beaucoup de psychologues partir à la guerre contre les généticiens en disant que la notion de programme génétique est une stupidité, ce qui est vrai. Sauf que les généticiens n'emploient jamais l'expression de programme génétique. Jamais. Au contraire, eux-mêmes la critiquent, ils ne parlent que d'épigénèse. Une même bandelette génétique peut s'exprimer de 1000 manières différentes selon la structure du milieu. Voilà ce que disent les généticiens. Ils ne parlent pas de programme génétique, ce qui n'empêche qu'il y a quand même des gens qui s'indignent de cette expression qu'ils n'emploient jamais, et même qu'ils combattent. Alors j'avais plein de choses à vous dire un peu. Mais maintenant on a quitté la biologie, on a quitté les déterminants biologiques, on a quitté les déterminants historiques, et nous, êtres humains, on vit essentiellement dans un monde de représentation. Et bien sûr, là, c'est des représentations verbales, puis qui constituent, qui construisent le monde humain. Et là, j'ai 2 citations à vous proposer. D'abord, Cioran, qui me fait mourir de rire tellement je le trouve amer. Cioran qui dit « on se suicide toujours trop tard ». C'est moi, il faut vraiment être cynique. Ou alors Cioran qui dit encore « sans l'idée que je suis libre de me tuer, je serais mort depuis longtemps ». Et quand j'étais praticien, j'avais beaucoup de patients mélancoliques qui considéraient, qui souffraient de la vie. Ils n'avaient pas l'angoisse de la mort, ils avaient la souffrance de vivre. Et je pense à des patients auxquels je me suis attaché, ou à des amis qui étaient mélancoliques, et qui se faisaient un petit théâtre de la mort, du suicide. Et je pense à l'un d'eux qui se couchait le soir avec des angoisses torturantes, comme le sont parfois les angoisses, et qui disposait les boîtes de médicaments autour de sa table de nuit, et qui disait, voilà, si je souffre trop, j'ai la solution.
Et du coup, l'angoisse disparaissait et il dormait sans tranquillisant. Mais c'était flirté, c'était une prise de risque quand même, parce que peut-être qu'un jour il pouvait passer à l'acte sous un nom comme Monterland. C'était une prise de... Mais voilà, lui il a fait comme ça, et maintenant il va très bien, et il n'a pas pris... il n'a pas pris ce risque. Donc voilà, je vais terminer en disant simplement que ce qui est important, c'est d'une part que c'est le mot prévention. C'est fini l'idée de la fatalité du suicide, il faut la mettre à mort, il faut la suicider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité du suicide. Je pense à une de mes patientes qui décide de se suicider parce qu'elle était très malheureuse, très anxieuse et très malheureuse. Et ça y est, elle a décidé, elle passe à l'acte, elle va près d'un pont et elle s'apprête à enjamber le pont. Une voiture de touristes s'arrête, l'appelle, lui demande une explication parce qu'ils sont perdus. Elle leur explique et elle rentre chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une relation humaine. Elle a été réintégrée naïvement. Or, les pics de suicide, c'est les moments d'isolement. Et même le lundi matin, parce que quand il y a eu un isolement du dimanche, ou même Noël, quand tout le monde fait la fête familiale, sauf eux, ils se sentent encore plus seuls parce que les autres ont une famille et moi j'en ai pas, et ils passent à l'acte à ce moment-là. C'est toujours des moments d'isolement, comme l'avait dit Durkheim, le sociologue. Mais ces moments d'isolement, il y a des associations qui sont très utiles, de bénévoles, qui font un excellent travail. Il y a le téléphone, même au téléphone, des fois ça suffit. Au téléphone, il y a une rencontre, un mot. Il y a des organisations sociales. Notre culture, là, en France, les suicides diminuent, mais il y a des pays où le suicide augmente. C'est toujours parce qu'il y a des bouleversements et des moments de solitude. Les Américains disent maintenant alone in the crowd, seul dans la foule. Seul dans la foule, parce qu'on est tout le temps en train de sprinter, mais il y a pas de on n'a pas le temps d'avoir de vrais liens amicaux, où on déménage trop, donc ce n'est pas des liens imprégnés dans notre mémoire biologique, c'est des connaissances. On les connaît et on se sépare, même on divorce sans souffrir, c'est pas un vrai lien, c'est pas un lien. Alors finalement, voilà, l'idée, donc on peut faire une prévention du suicide, ça c'est fait, les pays d'Europe du Nord l'ont fait, ils ont évalué les résultats après 10 ans de politique de prévention anti-suicide et qu'il faut lutter contre l'effet Werther. Quand j'ai publié mon rapport de chez Jeannette Bougrab, j'ai reçu plein de cinéastes qui voulaient faire des films sur les suicides. Alors je dis, je veux bien vous aider, mais on fera un film sur la prévention du suicide, on ne fera pas un film sur le suicide. Ah oui, mais une fois, il y a une cinéaste qui avait montré un film très beau, une blonde, avec de longs cheveux, elle se jetait dans l'eau était verte, ses cheveux blonds flottaient, elle avait une robe bleue, c'était beau comme tout. Et je lui disais, mais vous êtes en train de faire une publicité pour le suicide. Donc, alors elle s'est fâchée, elle n'a pas été contente, mais je ne pouvais pas lui dire, allez-y, bravo, c'est comme ça, il faut faire. Donc j'ai provoqué l'hostilité de quelques journalistes en leur disant, parlez de prévention, ne parlez pas de suicide. Mais il y a des gens qui parlent de suicide, il y a des cultures. Les nazis disaient, vive la mort, parce que actuellement, il y a un langage totalitaire qui est en train de réapparaître au Proche-Orient et chez nous aussi. C'est un langage totalitaire qui n'est pas le nazisme, mais qui est un langage totalitaire aussi, et qui est en train de dire quelqu'un qui se tue, c'est pas un suicide, c'est une promotion, il fait gagner notre religion, il fait gagner notre théorie, donc c'est pas un suicide, il vivra mieux après la mort. Et ça me rappelle une de mes patientes qui, alors, elle fumait du hashish. Alors, on va probablement dépénaliser le cannabis, et je fais partie de ceux qui pensent que si un laboratoire faisait des produits chimiques, des médicaments avec le cannabis, il serait en prison. Parce que
les atrophies cérébrales provoquées par le cannabis, tous les neurologues les ont vues. Les troubles de la mémoire, je les ai vus. Des psychoses déclenchées par le cannabis, j'en ai vu. Et les évaluations des médicaments de cannabis incontestables, et antidouleurs, euphorisantes, tranquillisantes, sont plus toxiques et moins efficaces que les médicaments. Mais il y a beaucoup plus d'effets secondaires. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de dire, mais c'est moi qui ai raison. Donc, donc on voit qu'il y a des décisions à prendre, que c'est possible, mais pour ça, il faut qu'il y ait une politique culturelle de prévention, renforcer les métiers de la petite enfance, comme l'ont fait les pays d'Europe du Nord, pour qu'il n'y ait plus de bébés isolés dans les premiers mois de leur vie. Si la mère n'est pas là parce qu'elle travaille, le père peut être un substitut valable, efficace, une autre femme, une équipe, contrairement à ce que les féministes reprochent à John Bowlby, Margaret Mead, je cite Martine Lamour et les Bovici, Margaret Mead est partie en guerre contre les théories de l'attachement en écrivant « Les enfants n'ont pas besoin d'attachement pour se développer, n'ont pas besoin d'affection pour se développer, c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler. » Margaret Mead, 1948. J'étais à l'école des hautes études il n'y a pas longtemps, où une excellente historienne, Laura Lee Down, américaine, brillantissime, historienne brillantissime, a démontré que la séparation et l'isolement n'avaient aucun effet sur les enfants. S'il y a des praticiens dans la salle, ça peut paraître surprenant. C'est parce qu'elle est dans son fragment de savoir. Si elle venait faire des recherches disciplinaires, on lui montrerait des enfants en train de se balancer, on lui montrerait des désespoirs, on lui montrerait des scanners d'enfants. Elle serait facilement convaincue parce qu'elle n'est pas plus bête que moi. C'est peut-être même... mais voilà, elle est dans son fragment de savoir qu'encourage notre culture. Et puis, après ralentir le sprint scolaire, les Japonais l'ont décidé, les Coréens du Sud l'ont décidé, les familles s'y opposent. Parce que les familles surinvestissent tellement l'école qu'elles participent au sprint scolaire qui abîme les enfants. Et puis surtout développer la culture de quartier et non pas la culture commerciale, avec les mauvaises équipes de football, avec les orchestres minables, avec les bals popus du samedi soir, parce qu'on se rencontre. Parce que là, on a des copains, des copines, on fait les pitres, et là, c'est le meilleur médicament anti-suicidaire. Merci de m'avoir écouté. Merci.